bonjour, nous sommes à l'île de Ré pour le séminaire de Céliade avec Jean Auroux, le ministre, qui vient nous dire bonjour et qui nous fait l'amitié de venir nous rejoindre, et Céline, qui est l'organisatrice de ce séminaire. Alors, on n'a pas résisté à la tentation d'inviter Jean Auroux pour qu'en 2 mots, pour introduire ce petit clip, il nous dise dans quel esprit il avait fait ses lois à l'époque pour qu'on comprenne mieux ce qui s'est passé après avec les diverses réformes du Code du travail pour arriver tout de suite, dans l'espace de 2 minutes, à là où on en est aujourd'hui avec les ordonnances Macron. Alors, Jean, quel a été l'esprit dans lequel vous avez fait vos lois et qu'est-ce qu'elles venaient rectifier à l'époque ? Rectifier un équilibre dans le sens de la démocratie. Parce que ma conception de la République et de la démocratie, c'est le partage équilibré du pouvoir, du savoir et de l'avoir. Partage équilibré de l'avoir, il y a encore beaucoup à faire. Du savoir, c'est quand même pas si mal que ça en France, mais du pouvoir, le pouvoir économique, c'est sans doute celui de tous qui est le moins partagé. Et donc, j'ai proposé aux partenaires sociaux en 81, après 23 ans quand même dans l'opposition, si vous voulez, ils étaient intéressés par la cogestion ou la codétermination. Personne n'en a voulu, donc j'ai essayé d'introduire le plus possible de démocratie dans l'entreprise en donnant des droits individuels, des droits collectifs et en développant de la politique contractuelle. Donc mon idée centrale, c'était de ramener de la démocratie dans la vie économique par rapport à un système qui était quand même très autoritaire du côté du patronat et des actionnaires. Voilà, donc mon enjeu c'était de faire des lois favorables au monde du travail tout en respectant la cohérence de l'entreprise. Ces lois qui ont vécu très bien dans leur totalité quand même, oui. 2003-2004. Jusqu'à ce que François Fillon devienne ministre du Travail. Oui, mais quand même, il y a un certain nombre de choses qui sont restées jusqu'à récemment, ce qui fait quand même une génération qui ont pu bénéficier de ces lois. Et au-delà des lois, il faut savoir qu'aussi il y a eu quelques ordonnances pour réduire le temps de travail, 39 heures payées 40, généralisation de la 5e semaine, et feu la retraite à 60 ans. Donc on réduisait le temps de travail pour le partager au niveau de la semaine, au niveau de l'année et au niveau de la vie. Donc tout ça est resté. Moi je rencontre beaucoup de salariés qui me disent ben oui, mais ça fait 30 ans que moi j'ai commencé à 16 ans et j'ai pris ma retraite grâce à vous. Donc il y a eu quand même des progrès. Alors après il y a eu un effeuillage ou aux ordonnances récentes où là c'est vraiment de la déconstruction. Alors c'est là que je vais me retourner vers Céline. Céline, bonjour. Donc, bonjour. Ces ordonnances Macron qui créent le CSE, qu'est-ce que ça implique ce changement entre le comité d'entreprise de Jean Auroux et le CSE d'Emmanuel Macron? Quelles sont les premières différences notables et sur quoi faut-il attirer l'attention de nos amis qui nous regardent? Il y a eu diverses évolutions en droit du travail, donc justement les fameuses lois Auroux 81-82 qui marquent un tournant déjà même au niveau de la santé, la sécurité au travail, la création des CHSCT et les ordonnances Macron en 2017. En effet, comme on le disait, c'est une vraie déconstruction. À l'heure où aujourd'hui on parle de santé au travail, les burn-out, où on essaie d'axer au maximum sur la mise en valeur aussi du respect de la santé des travailleurs, la disparition du CHSCT, c'est une vraie perte pour les salariés, une vraie perte. Alors, on nous dit non, il n'y a pas vraiment de disparition, parce qu'aujourd'hui, le CSE aura 3 casquettes. La casquette des délégués du personnel, en création de 1936, la casquette de comité d'entreprise de 1945 et la casquette de CHSCT. Le problème, c'est que le CHSCT n'est qu'une émanation du CSE. Alors on peut aujourd'hui avoir une commission à la CSSCT, mais effectivement, celui qui a le vrai pouvoir, c'est le CSE aujourd'hui. Et le CSE, ce sera une fusion de ces 3 instances. Oui, la CSSCT est une commission, comme la commission voyage ou la commission Noël, finalement. Jean, quel danger vous voyez dans ces évolutions ? Il y a d'abord une première observation, c'est que c'est la diminution du nombre de représentants du personnel. La fusion des 3 instances, délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT, se traduit par une diminution considérable. J'étais récemment
aux instances de la RATP, ils perdent 300 délégués, sans compter les ordres de délégation. Donc le monde du travail, dans son expression, y compris sur les questions de santé et de sécurité au travail, seront complètement marginalisés. Et je trouve ça très dommage. J'ai même un exemple très précis. Je fais un certain nombre de conférences dans les universités. Je suis toujours très intéressé de voir que la nouvelle génération d'étudiants s'intéresse au droit du travail parce que c'est leur destin qu'ils attendent. Et là, un représentant de l'UIMM, composante dynamique, on va dire comme ça, du MEDEF, a dit qu'il devant tout le monde, un peu la surprise générale, qu'il regrettait la disparition des DP, qui était son contact du terrain, qui faisait remonter des questions en direct, sans trop de filtres, et qui était à l'écoute du terrain. Et puis la direction des CHSCT, la disparition des CHSCT, pour moi c'est une catastrophe, notamment dans des entreprises en col bleu, où il y a des problèmes, les nouvelles technologies qui arrivent. Et il me dit, mais c'était eux qui me disaient, au-delà des experts qu'on peut faire venir, mais c'était le vécu quotidien. Alors, entendre quelqu'un du MEDEF me dire que la disparition des CE, des DP et des CHSCT, quand même, et ça, je crois que c'est une erreur, et à un moment ou à un autre, on le payera. On le payera. Alors, Céline, quel conseil on peut donner à ces nouveaux élus qui arrivent là depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, quel conseil on peut leur donner pour bien mener ces 3 mandats à la fois, finalement? Le vrai conseil, c'est la formation. Parce que déjà, sans formation, on est complètement perdu. Et nous, on le voit au quotidien, parce que notre travail en tant que juriste aujourd'hui, nous, c'est de les former, ces élus, vraiment les former. Et on voit qu'ils sont complètement perdus dans leur droit à la formation. Et le droit à la formation, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 2 formations, alors qui ne sont pas obligatoires réellement de par la loi, mais qui sont très fortement recommandées. C'est la formation économique d'une part, les 5 jours dont ils ont vraiment besoin. C'est comment apprendre à fonctionner dans l'instance. Et comme tout est nouveau, tout a été changé, c'est ces fameux 3 instances cumulées en une. Et surtout le droit à la formation sur la santé et la sécurité au travail. Avant, on appelait la formation CHSCT. Donc aujourd'hui, qui est toujours obligatoire et payée par l'employeur. Et souvent, ils confondent les deux. On le voit tous les jours, nous, au téléphone, quand on les a ou quand on les rencontre. Ils disent « Ah bon, mais on a encore le droit aux 2 » parce qu'on pensait justement avec la disparition du CHSCT qu'on n'avait plus cette formation. Oui. Donc nous, on a vraiment un rôle et notre mission, c'est de les informer, de leur dire « Oui, ce droit, vous l'avez toujours ». Alors, après, c'est comment ils vont se positionner avec cette formation, comment ils vont mettre aussi en place des moyens aussi pour fonctionner. Vous parliez tout à l'heure justement des fameux relais, les délégués du personnel. Alors aujourd'hui, on a le représentant de proximité qui peut plus ou moins remplacer le délégué du personnel, mais aujourd'hui, ça se met que par accord, par accord. Donc si l'employeur refuse la présence des représentants de proximité, il ne se passera pas grand-chose. Et pourtant, c'est quand même eux qui vont faire remonter des informations au niveau local, au niveau de la santé et de la sécurité en entreprise. Alors, et Jean, récemment, il semblerait que les statistiques montrent que depuis les premières élections CSE, depuis l'obligation, à date, à aujourd'hui, il y aurait 40% de procès-verbaux de carence. Est-ce que ce n'est pas la structure qui est imposée dans la représentation du personnel qui fait qu'il y a moins de candidats ? Alors, moi, ce que je redoute, 2 choses. Pour rebondir sur le CHSCT, pendant 30 ans, il y a un certain nombre de représentants du personnel qui étaient devenus de véritables experts, qui avaient accumulé des connaissances, qui avaient contribué, les chefs d'entreprise me le disent, parce que je continue à en voir, me disent effectivement, il y avait eu un capital de connaissances qui avait été très utile pour l'évolution de l'entreprise sur le plan notamment technologique, avec tous les risques et les nouveautés. Pour le reste, moi, ce que je redoute, c'est que le nombre de représentants du personnel, toutes tendances confondues, risque de diminuer. Et j'ai rencontré des syndicalistes qui me disent qu'ils sont un peu découragés. Ils sont un peu découragés parce que il y a la difficulté qu'on vient d'évoquer de la formation. On ne sait pas. Et puis comment ça va fonctionner. Moi, j'étais quand même très bon en sécurité et en conditions de travail. Il faut que je m'occupe ici de l'économie. Je suis pas prêt. Je rappelle à ce sujet que en 82, dans mes lois, j'avais proposé qu'on développe la formation et l'information des salariés, les 2 registres.
Alors là aussi, ça a évolué avec le BDES, hein, la Banque de données économiques et sociales. Je m'en suis réjoui parce qu'au départ, à partir de mes textes, je n'avais pas voulu codifier trop dans le détail, déjà que j'avais modifié assez largement le Code du travail. Je n'étais pas entré dans le détail, et c'est bien que certains chefs d'entreprise donnaient en matière d'information économique un recto verso, et d'autres envoyaient un bottin. Donc dans les deux cas, c'était... Donc le BDES quand même permet d'avoir des éléments précis. Mais cela dit, il ne suffit pas de les feuilleter, il faut entrer dedans, se faire expliquer, c'est là que des conseils extérieurs peuvent être utiles, et ça c'est important. Moi ce que je redoute, c'est un affaiblissement d'abord quantitatif, mais aussi qualitatif des représentants du personnel au moment où, dans la compétition internationale, il n'y a pas que le capital qui compte, il y a l'homme, et là, on le met un peu de côté pour des motifs tout à fait idéologiques. Oui, parce que si réellement, au 31 décembre 2019, on se rend compte qu'il y a toujours ces 40% de procès-verbaux de carence, ça veut dire que dans les plus de 50 salariés, ça veut dire que dans les entreprises de plus de 50 salariés, un peu moins de la moitié des entreprises auront des représentants du personnel. Et ça, c'est peut-être un problème dont on n'imagine pas la répercussion encore. Ça, c'est la vraie question. Alors, je sais qu'il reste encore jusqu'à la fin de l'année pour mettre en place ces institutions, mais on risque d'avoir des carences considérables. Moi, je vois, il y en a qui... personne ne s'y met. Moi, j'avais proposé à mes partenaires syndicaux ou de délégués des gens du personnel de faire, avant la mise en place de la nouvelle institution du CSE, de faire un accord de méthode. L'accord de méthode dans lequel tu fixes le calendrier, les documents à fournir, etc. Tu prépares la négociation. Alors, oui, c'est bien, puis souvent, ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'est peu fait, ou pas assez en tout cas, parce que c'est la bonne façon. On n'arrive pas dans une négociation comme ça, surtout c'est important quand tu as une transformation institutionnelle, et ça se prépare, et ça se discute, y compris de façon intersyndicale s'il y a lieu. Et là, je trouve que ça ne s'est pas suffisamment fait, même avec des conseils, mais l'accord de méthode qui permet de préparer la négociation, c'est quelque chose qui est assez ancien d'ailleurs, mais n'a pas eu le succès que je pensais, parce que c'est un peu dommage de voir arriver des négociateurs avec les uns qui sont très pointus, d'autres pas. J'ajoute à ce sujet les mesquineries des ordonnances. On renforce la place de la direction, du patronat. Ils ont le droit d'être un de plus, si je me rappelle bien. Ouais, par contre, on interdit aux suppléants d'être présents. Exactement. Alors ça, je veux dire que c'est vraiment de la mesquinerie. Mm-hmm. Alors je sais que dans certains accords, ils ont obtenu quand même que les suppléants soient là. Mais que des législateurs et qu'un ministre ou qu'une ministre accepte ce genre de modification, ça n'agrandit pas l'image qu'on a du politique. Alors, c'est là qu'on va reparler de Céliade, ouais, sur les deux activités de Céliade, parce que Céliade, celle qu'on connaît le mieux dans le milieu des salons pour comité d'entreprise, c'est Jury CE. Mais il y a Jury PME aussi. Est-ce qu'avec ces deux entités-là, il ne va pas y avoir moyen, parce que finalement, quand il ne va pas y avoir de représentants du personnel, ça va être transféré à la DRH, est-ce que ce n'est pas le moyen de continuer à faire le travail que vous faites, de formation, d'information, en passant par un autre vecteur qui est le vecteur du DRH? Exactement, parce qu'en fin de compte, Céliade, nous on intervient sur deux axes. Donc Jury CE qui est la formation et l'accompagnement juridique des élus, du personnel, et Jury PME, effectivement, à destination plus des DRH. Alors, ce n'est pas du tout antinomique, bien au contraire, parce que nous on se positionne vraiment comme un acteur du dialogue social, et qui dit dialogue social dit discussion déjà entre les deux entités. On ne peut pas faire du dialogue social en entreprise s'il y a une guerre entre les deux, si les deux ne travaillent pas ensemble. Vous parliez tout à l'heure de la BDES, justement. Et ça, c'est l'exemple le plus parlant, parce que nous, aujourd'hui, on fait énormément d'informations et de formations sur la BDES, parce que la base de données économiques et sociales, c'est aujourd'hui l'outil de gestion par excellence dans l'entreprise, c'est-à-dire que c'est une mise à disposition de rubriques qui sont obligatoires. On a 9 rubriques obligatoires, avec surtout une information qui est permanente. Ça, c'est vraiment l'élu peut avoir à disposition de manière permanente toutes les rubriques obligatoires de cette base de données. La différence aujourd'hui avec les ordonnances, c'est que ça se négocie, la base de données, alors qu'au départ, en 2013, elle était très formatée, très formatée dans la loi de sécurisation de l'emploi. Peut-être trop formatée,
Et beaucoup de DRH étaient un peu obtus par rapport à cette base de données parce qu'elle était très, très rigide et pas adaptée peut-être à toutes les spécificités de chacune des entreprises. Moi, c'est ce que je voyais vraiment au quotidien. Parce qu'entre une association et une entreprise de transport ou une clinique ou un EHPAD, ce ne sont pas du tout les mêmes rubriques et pourtant elles étaient toutes obligatoires. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait de plus en plus, c'est du sur-mesure avec eux. Et on essaie de les inciter à avoir vraiment des vrais accords d'entreprise sur la base de données pour bien les inciter à discuter entre eux sur ce qui est important. Et on le voit de plus en plus, des DRH qui nous appellent en disant on aimerait se former avec les élus, est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Donc là, bien entendu, après, c'est une discussion entre eux. Et les élus nous rappellent souvent en nous disant qu'est-ce que vous en pensez? En fin de compte, c'est vrai que notre DRH aimerait faire la formation avec nous. Et on le voit, nous, ces formations-là sont très très riches d'enseignements parce que là, il y a un vrai rapport qui se crée entre eux et après, c'est un vrai dialogue social qui s'instaure dans l'entreprise. Et ça, nous, on trouve que c'est un vrai plus. Et c'est le rôle aujourd'hui de jury PME, de jury CE, de faire en sorte que tout ça, ça fonctionne bien. Alors, Jean, je sais que vous allez aborder ça, je crois, dans la journée de demain. Votre vision du dialogue social de demain, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les DRH commencent à s'inquiéter de ne pas avoir de représentants du personnel, qui veulent se former avec les représentants du personnel pour mieux comprendre les choses. Comment vous voyez le dialogue social évoluer dans 2, 3, 5 ans avec ces ordonnances qui vont avoir un impact? Oui, forcément, on n'a pas encore mesuré tous les résultats parce qu'il y a il y a les ordonnances, puis il y a la loi Pacte aussi, qui en a rajouté une couche, si j'ose dire. Il y a eu un tir groupé là. Mais ce que je vois, c'est que d'abord, ça part sur des bases équilibrées. Si un patronat ouvert qui veut réfléchir à la question, il ne faut pas avoir peur d'avoir des formations mixtes. Et je connais des entreprises qui ont fait ça. Il y a notamment sur le BDES ou sur même la vie économique. Ils ont des formations conjointes, les représentants du personnel et la direction, et parfois même le patron. Alors, j'ai assisté à quelques-uns, c'est assez particulier parce que chacun a une approche différente du problème. Si les gens se mettent d'accord sur un constat partagé, il est possible d'avancer. Pour prolonger ce que disait Céline, moi je me rappelle pendant les lois le débat que j'ai eu avec un certain nombre de gens sur le rapport de la loi et du contrat. Certains souhaitaient que tout soit dans la loi. Et j'expliquais qu'il fallait quand même des aménagements contractuels selon les métiers. Faire la même loi pour une usine sidérurgique ou pour une bonneterie de Roanne, je ne sais pas faire. Les unes ont une saisonnalité dans la production, dans les collections, les autres ils produisent autrement. Les métiers sont différents, les discours sont différents, les pratiques sont différentes, les cultures sont différentes. Et donc, on a besoin la politique contractuelle, notamment de branche, elle permet d'homogénéiser la vie dans des métiers. Et après, on peut aller au degré suivant, mais plus fin dans l'entreprise, à condition que tout le monde joue le jeu. Et c'est là où c'est difficile. Je connais bien les DRH, j'en ai même dans ma famille, ma fille est DRH. Donc l'idée que c'est... Oui, nul n'est parfait, hein. Et dans le privé en plus. Moi, je n'ai pas pris de fromage à la fin de ma carrière politique, dans quelques institutions de la République, et mes enfants se sont trouvés des métiers tout seuls. Mais ce qui me semble important aujourd'hui, c'est qu'on ait un autre état d'esprit. Bon, moi je suis légaliste. Il y a un Parlement qui a voté des lois, j'aimerais les changer. Mais en attendant, et c'est là qu'il faut, avec une volonté de coopération, de dialogue, trouver des formules un peu nouvelles. Elles ne sont pas interdites. On disait que la loi n'oblige pas que les suppléants soient présents au CSE. Certaines entreprises l'acceptent. Rien n'empêche, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours frappé en France, on est légaliste, mais on a peur d'aller au-delà. Après tout, rien n'empêche un chef d'entreprise de dire écoutez, vous avez tant d'ordres de délégation, je vous en rajoute 5. Et rien ne les empêche, ce n'est pas illégal. Mais ça, il y a une espèce
la loi, on ne bouge plus. Là, vous parliez de rigidité tout à l'heure. Là, c'est vrai qu'il y a une espèce... Alors que, mettons un peu d'oxygène, ouvrons les portes et les fenêtres. Hein. Alors, dernière question à tous les deux, parce qu'on arrive au bout. On va commencer par Céline. La loi telle qu'elle est faite aujourd'hui, on a déjà une jurisprudence et on a déjà des arrêts de la Cour de cassation qui remettent en cause le barème Macron pour les licenciements. Est-ce que vous voyez d'autres cas de jurisprudence qui vont arriver dans les mois qui arrivent, où vont être remis en cause des points de loi qui vont faire jurisprudence et qui vont aller à l'inverse des ordonnances? Alors, à l'inverse, peut-être pas à l'inverse, mais qui vont évoluer certainement. Nous, ce qu'on voit surtout très souvent, c'est aussi tout ce qui concerne les élections, là, au niveau de la représentativité homme-femme. C'est ce qui revient très très régulièrement, c'est qu'on a voulu justement mettre en place une certaine parité homme-femme, ce qui peut être bien, mais sauf que là, on impose aujourd'hui sur les listes électorales d'avoir une alternance homme-femme qui est devenue un casse-tête, mais un vrai casse-tête. Vous parliez tout à l'heure de démotivation des élus, ça en fait partie, ça en fait partie, et nous on le voit tout le temps, on nous appelle, on dit mais comment peut-on faire? On a aujourd'hui quasiment aucune femme qui veut se présenter, ou aucun homme, tout dépend du secteur d'activité dans lequel on travaille. Comment fait-on? Est-ce qu'on peut déposer notre liste quand même si on n'a aucune femme? Et la Cour de cassation là-dessus a été très obtuse l'année dernière en disant qu'on ne pouvait pas présenter une liste si on n'avait pas au moins un homme ou une femme. Impossible. Même les listes incomplètes, qui étaient avant autorisées, le sont toujours, mais à partir du moment où on a quand même au moins un homme et une femme. Donc il va devoir quand même y avoir une certaine souplesse qui va s'instaurer, parce que là, il y a une telle rigidité que ça devient impossible. Et on se retrouve aujourd'hui avec des élus qui voudraient se présenter, qui ne peuvent pas, faute d'hommes ou de femmes dans leur liste. Alors, Jean, est-ce que notre dernier espoir réside dans les juges? Alors, dans les juges, mais notamment au niveau européen, à propos de cette turpitude dans les textes actuels sur la limitation des dommages et intérêts au prud'homme pour les fautes réelles et sérieuses du chef d'entreprise, on a décidé de plafonner. Ce qui est, alors, les indemnités légales, elles restent, soyons honnêtes, mais le reste, on plafonne pour des fautes réelles et sérieuses, pas n'importe quoi. Et donc, c'est plafonné. Et donc, pour le moment, alors il y a déjà une vingtaine de prud'hommes qui font de la résistance, mais on avait en 2003, c'est une de mes dernières opérations que j'avais impulsées, c'est de renvoyer ça à la Cour européenne de justice, et je pense que le gouvernement va se faire retoquer, parce que ce texte qui limite les dommages et intérêts donc dans les cas de fautes réelles et sérieuses, est incompatible avec le droit européen. Alors pour une fois que le droit européen est plus avancé, c'est bien. Je voudrais dire aussi, à propos de droit européen, je pense que c'est dans les dernières heures du Parlement qu'il y a eu quelques initiatives, c'est l'autorité européenne des transports, du travail. Et là, on a décidé de faire une instance, il y a 150 personnes, quelque chose comme ça, qui vont travailler pour voir s'il n'y a pas des contrats de travail ou des codes du travail qui sont pas dans la norme européenne, qui est même pas extraordinaire. Et là, ça va s'appliquer, sauf pour les transports. Le lobby des transports a réussi à se protéger de cette autorité européenne du travail en disant nous c'est pas pareil, etc. Alors quand on sait le lobby des transports et les chauffeurs polonais, etc., c'est plus les plombiers maintenant, c'est les chauffeurs. Ah oui, il y a une évolution, bon, voilà. En tout cas, donc de ce côté-là, ils vont se faire tirer les oreilles et je m'en réjouis. Alors, je pense qu'il est temps pour Jean et Céline d'aller au travail, au séminaire à l'île de Ré, parce que c'est un peu l'objet de notre déjà. On travaille, mais on travaille vers l'extérieur. Et là, on va travailler à l'intérieur du séminaire. Merci à tous les deux. C'était très instructif. Et puis, bon travail pendant ce séminaire. Merci.